Vous n'êtes qu'une pauvre inculte. N'osez plus jamais m'adresser la parole tant que vous n'aurez pas appris à lire correctement. Le silence qui a suivi ces mots n'a pas seulement rempli la pièce. Il l'a entièrement englouti. Toutes les fourchettes se sont figées en l'air. Un sommelier, 3 tables plus loin, a arrêté de verser une bouteille de Beau à 900 $. Tout le monde chez Serafina, le restaurant italien le plus exclusif de l'Upper East Side à Manhattan, dévisageait la femme en robe Versace noire qui venait de hurler sur une serveuse. Mais ils regardaient tous la mauvaise personne, car ils ne savaient pas qui était vraiment cette femme. Elle s'appelait Bianca Fontaine, la sœur de 28 ans d'Ezra Fontaine, l'homme le plus puissant et le plus craint de toute la côte Est. Un homme qui possédait la moitié de l'immobilier de Midtown et contrôlait l'autre moitié par des moyens qu'aucun journal n'osait imprimer. Et insulter sa sœur en public était le genre d'erreur qui faisait disparaître les gens. Mais la serveuse, une jeune femme de 27 ans nommée Ava Sinclair, n'a pas pleuré, n'a pas bronché, ne s'est pas excusée. Au lieu de ça, elle a plongé la main dans la poche de son tablier. Elle en a sorti un stylo plume Mont-Blanc qui appartenait à son père assassiné. Et elle a fait quelque chose de si dévastateur que la sœur du parrain allait y perdre son héritage, ainsi que sa place à la table familiale et sa liberté. Tout ça avant même que le premier plat ne soit commandé. Mais voici la chose qui va vous empêcher de dormir cette nuit. Le plus dangereux n'était pas ce qu'Eva a fait à Bianca. C'était l'homme assis seul dans le coin sombre de ce restaurant. Un homme aux yeux gris acier et portant une bague de famille en argent à la main gauche. Un homme qui n'avait pas dit un seul mot de toute la soirée. Ezra Fontaine avait tout observé. Et quand un homme comme Ezra Fontaine vous remarque, seules 2 choses peuvent arriver. Soit vous disparaissez, soit vous devenez sienne. Et que s'est-il passé ensuite? Eh bien, pour comprendre pourquoi la chute a été si bruyante, vous devez comprendre à quel point Ava Sinclair était invisible auparavant. Si cette histoire fait déjà battre votre cœur, mettez un j'aime dès maintenant. Ça aide vraiment la chaîne plus que vous ne l'imaginez. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a déjà été sous-estimé. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire comme celle-ci. Maintenant, revenons au début. Revenons à la nuit où Ava Sinclair n'était encore qu'un fantôme dans un tablier blanc, servant du vin à des gens qui ne la regardaient jamais dans les yeux. Ava Sinclair était le genre de personne que vous pouviez croiser dans le métro tous les jours pendant 1 an sans jamais vous souvenir de son visage. Ce n'était pas de votre faute, c'était sa technique de survie. À 27 ans, Ava était fatiguée d'une manière que le sommeil ne pouvait guérir. Le genre de fatigue qui s'installe dans les os, dans sa façon de garder la tête baissée quand elle marchait, dans les cernes sous ses yeux qu'un anti-cerne bon marché ne pouvait cacher. Le jour, elle était doctorante à la faculté de droit de l'Université de New York, spécialisée en droit des contrats transnationaux et en linguistique juridique. Le genre de spécialité qui faisait que les gens hochaient poliment la tête lors des fêtes, puis s'éloignaient discrètement pour trouver quelqu'un d'autre à qui parler. Elle parlait couramment 4 langues: l'anglais, l'italien, le russe et le français. Et elle pouvait aussi lire le latin, cette langue morte qu'elle aimait précisément parce qu'elle ne mentait jamais. À 22 ans, elle avait remporté une bourse Fulbright et passé 1 an à Florence à étudier les clauses ambiguës des traités d'après-guerre. Le genre de clause où une virgule mal placée pouvait modifier les frontières d'une nation entière. Elle avait une moyenne de 4,0, une licence de Georgetown obtenue avec une bourse complète et un esprit que n'importe quel cabinet d'avocats de Wall Street aurait payé des centaines de milliers de dollars pour posséder. Mais cet esprit ne pouvait pas payer le loyer dans le Queens. Et il ne pouvait certainement pas couvrir les 6 000 $ par mois pour la chimiothérapie de sa mère. Mary Sinclair, 58 ans, autrefois institutrice à Columbus, dans l'Ohio, la femme qui avait appris à Ava ses toutes premières lettres, était maintenant alitée dans un hôpital avec un cancer de stade 3. L'assurance maladie que sa mère avait réussi à souscrire comportait une franchise annuelle de 8 000 $ et les meilleurs oncologues n'étaient pas dans le réseau. Alors chaque mois, Ava regardait les chiffres sur les factures et avait l'impression que quelqu'un lui serrait lentement la main autour de la gorge. Alors chaque soir, de 4 heures de l'après-midi à 2 heures du matin, 6 jours par semaine, Ava enfilait sa chemise blanche impeccablement repassée, nouait son tablier noir et se transformait en fantôme chez Serafina. Son travail consistait à ne pas exister.
remplir l'eau quand le verre était à moitié vide, balayer les miettes de pain avant qu'elles ne touchent la nappe, sourire quand les clients souriaient, disparaître quand ils n'avaient pas besoin d'elle. Elle était douée pour ça, douée d'une manière presque déchirante, car Ava Sinclair avait appris à être invisible bien avant de mettre les pieds dans ce restaurant. Elle l'avait appris une nuit d'hiver en 2015, lorsque deux policiers ont frappé à la porte de leur appartement dans le Bronx. Ils lui ont annoncé que son père, Patrick Sinclair, un avocat spécialisé en immigration, un homme qui avait passé sa vie à aider les familles sans-papiers à trouver un moyen de rester en Amérique, avait été abattu dans son bureau lors d'un vol. Ava avait 16 ans. Elle n'a pas pleuré devant les policiers. Elle a attendu qu'ils soient partis. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle a pleuré. Et ce fut la première leçon qu'elle a apprise sur l'invisibilité. Si personne ne voyait sa douleur, alors cette douleur ne pouvait pas être utilisée contre elle. La seule chose que son père lui a laissée, à part une pile de dettes et un appartement vide, était un stylo Montblanc à capuchon d'argent. Le stylo qu'il lui avait donné le jour où elle avait reçu sa lettre d'acceptation de Georgetown. Le stylo qu'il lui avait dit de garder, car la langue était l'arme de ceux qui n'avaient rien. Ava le gardait dans la poche de son tablier à chaque service, juste à côté de son carnet de commandes, comme un rappel qu'elle n'était pas le tablier qu'elle portait. Que sous ce tissu blanc et lisse se trouvait une femme capable de lire certains des textes juridiques les plus complexes de l'histoire de l'humanité. Mais ce mardi soir orageux de novembre, quand Ava ait commencé son service, Franco, le directeur italien qui semblait toujours transpirer à travers son costume, l'a arrêté à la porte de la cuisine. Il avait un visage aussi gris que s'il venait de voir un fantôme. Elle n'avait aucune idée que l'invisibilité qu'elle avait mis 11 ans à construire était sur le point d'être complètement brisée. Et ceux qui allaient la briser ne seraient pas elle, mais les frères et sœurs Fontaine, assis à la table 4. Sarafina se trouvait sur la 63e rue Est, juste entre Park Avenue et Madison, cachée derrière une modeste façade en calcaire sans aucune enseigne. Seulement une porte en chaîne noire et un portier en costume qui connaissait le nom de chaque client avant même qu'il n'ouvre la bouche. À l'intérieur, c'était un monde de marbre de Carrare, des bougies dans des chandeliers en laiton, des nappes en lin blanc et des bouteilles de vin dont les prix n'étaient jamais imprimés sur le menu. Car si vous deviez demander le prix, vous n'aviez pas votre place ici. Le restaurant était connu comme l'une des meilleures adresses italiennes de Manhattan, un endroit où les sénateurs dînaient à côté des gestionnaires de fonds spéculatifs, où des contrats de plusieurs millions de dollars étaient signés sur des serviettes en papier. Mais ce qu'aucun membre du personnel ne savait, ni Ava, ni Franco, c'est que Sarafina n'appartenait à aucun groupe de restauration. Il appartenait à la famille Fontaine, enregistré sous le nom d'une filiale d'une autre filiale, enfoui sous 7 couches de paperasse si profondes qu'il faudrait une équipe d'audit fédéral pour en retrouver la trace. La famille Fontaine était l'une des 3 familles les plus puissantes de la côte est des États-Unis, aux côtés de la famille Callaway dans le New Jersey et de la famille Marchetti à Boston. En surface, ils étaient les propriétaires de Fontaine Holdings, un empire immobilier avec plus de 60 immeubles à Manhattan. 3 hôtels de charme, une chaîne de restaurants haut de gamme et une fondation caritative nommée d'après la mère d'Ezra, Helena Fontaine, qui finançait des programmes artistiques au Med. Sous la surface, ils étaient une machine à blanchir l'argent bien huilée, opérant à travers un réseau de restaurants et d'hôtels, un racket de protection contrôlant une grande partie de l'industrie de la construction à Midtown, et une filière de trafic d'armes transatlantiques qu'Europol avait suivie mais n'avait jamais réussi à toucher. À la tête de tout cela se trouvait Ezra Fontaine, 36 ans, l'homme que Forbes appelait un génie de l'immobilier, que le New York Post appelait le célibataire milliardaire le plus désirable de la ville. Et les gens qui le connaissaient vraiment ne l'appelaient pas du tout. Car prononcer le nom d'Ezra Fontaine dans son dos était le moyen le plus rapide de s'assurer que votre propre nom apparaisse dans la rubrique nécrologique. Ezra était froid comme la glace est froide. Non pas parce qu'elle essaie de l'être, mais parce que c'est sa nature. Il ne criait jamais, ne répétait jamais la même menace 2 fois, n'en avait jamais besoin. Mais Ezra vivait aussi selon un code qu'il n'enfreignait jamais. Et dans un monde interlope où les règles changeaient avec les saisons, cela le rendait plus dangereux que n'importe quel homme qui n'en avait aucun. Il ne touchait pas les femmes innocentes,
Ne trafiquez pas de drogue, ne tuez pas d'enfants. 3 règles, jamais d'exception, et quiconque dans l'organisation les enfreignait disparaissait sans procès. À ce moment-là, Ezra était au milieu de la guerre de territoire la plus féroce qu'il ait affrontée depuis qu'il avait repris la famille de son père 8 ans plus tôt. Son rival était Reed Calloway. Calloway, 40 ans, chef de la famille Calloway. Une organisation qui contrôlait une grande partie des routes de transport de marchandises par le port de Newark dans le New Jersey. Le port de Newark était l'artère par laquelle transitaient des milliards de dollars de marchandises chaque année. Et quiconque contrôlait le port contrôlait la côte Est. Ezra voulait ce port. Reed mourait avant de l'abandonner. La guerre se menait en silence par des appels d'offres de construction sabotés, des cargaisons disparues et des témoins qui perdaient soudainement la mémoire avant d'entrer au tribunal. Et au milieu de cette guerre, Ezra a découvert quelque chose qui lui a glacé le sang. Sa sœur, Bianca Fontaine, 28 ans, la femme qu'il avait protégée toute sa vie, la femme qui siégeait au conseil de famille et avait accès à toutes les informations confidentielles, avait secrètement rencontré Reed Calloway 2 fois. La première fois lors d'un gala de charité dans les Hamptons. La deuxième fois dans un bar d'hôtel à Tribeca à 11 heures du soir. C'était peut-être un accident, peut-être pas. Ezra ne croyait pas aux coïncidences, car dans son monde, la coïncidence était un luxe auquel seuls les morts avaient cru un jour. Ce soir-là, Ezra avait donc convoqué Bianca chez Serafina, non pas pour dîner, mais pour l'informer qu'elle était exclue du conseil de famille. Ses comptes étaient gelés et ses droits à l'héritage étaient suspendus jusqu'à la fin de l'enquête interne. C'est pourquoi Bianca était assise à la table 4 ce soir-là, les yeux rouges et gonflés, les poings serrés sous la table. Et c'est pourquoi Franco se tenait à la porte de la cuisine avec le visage d'un homme sur le point d'assister à un enterrement. Quand il a regardé Eva et a dit 2 mots qui lui ont tordu l'estomac. « La table 4 est à toi, Eva. » Franco l'a dit dans un murmure précipité, lui fourrant le menu relié en cuir dans les mains juste devant la porte de la cuisine. Fontaine, les deux, le frère et la sœur. Sois prudente. La dernière fois, la sœur a jeté un verre contre le mur parce que les glaçons dans sa boisson n'étaient pas assez ronds. Il n'a rien dit de plus et il n'en avait pas besoin. Car le nom Fontaine dans le monde de la restauration à Manhattan était comme le son d'une sirène d'alerte. Le genre qui faisait que tous ceux qui l'entendaient baissaient la tête et priaient. Ava a pris une profonde inspiration, a lissé son tablier et s'est dirigée vers le coin le plus éloigné du restaurant. Là où la lumière des bougies était la plus faible et les ombres les plus épaisses, là où la table 4 se tenait à l'écart du reste, comme une île vers laquelle personne n'était autorisé à nager. Elle l'a vu en premier. Ezra Fontaine était assis, adossé à une chaise en velours noir, une jambe croisée sur l'autre, vêtu d'un costume 3 pièces noires sans cravate. Les 2 premiers boutons de sa chemise défaits pour révéler sa clavicule, et à l'annulaire de sa main gauche se trouvait une bague en argent gravée d'un lion. Le blason de la famille Fontaine qu'Ava ne reconnaissait pas. Il lisait un dossier relié en cuir ouvert sur la table, tournant les pages avec de longs doigts lents. Et il n'a pas levé les yeux quand Ava s'est approchée. Il n'a pas levé les yeux quand elle a posé la serviette. Il n'a pas levé les yeux, comme si elle n'existait pas. Et étrangement, c'est cette indifférence totale qui a fait comprendre à Ava que c'était le genre d'homme dont l'attention avait un prix. Et elle ne voulait absolument pas le payer. Ses yeux, dans le bref instant où la lumière de la bougie a capté le bon angle, étaient gris comme de l'acier, froids et immobiles comme la surface d'un lac gelé. En face d'Ezra était assise Bianca. Elle portait une robe Versace noire moulante, un rouge à lèvres aussi rouge que le sang, des cheveux noirs tombant sur ses épaules comme une feuille de soie. À première vue, elle ressemblait à un portrait de mode arraché aux pages de Vogue. Mais Ava a remarqué les détails que les bonnes serveuses voient toujours en premier. Les yeux gonflés sous un épais anti-cerne, le rose autour de son nez comme si elle s'était mouchée à la hâte dans la voiture. Et la façon dont ses doigts agrippaient la serviette sur ses genoux, comme si elle essayait de s'empêcher d'exploser. Bianca avait pleuré avant de venir ici, mais elle ne pleurait plus maintenant. Maintenant, elle était en colère. « Bonsoir, monsieur et madame », a dit Ava de la voix douce et égale qu'elle avait pratiquée des milliers de fois. « Je m'appelle Ava et je m'occuperai de vous ce soir. Souhaitez-vous de l'eau ou des cocktails? » Ezra n'a pas levé les yeux. Un whisky, Glenlivet, 25 ans d'âge. Sec.
Bianca n'a pas regardé Ava. Une vodka. Pure, sans glace. Ava a noté la commande et s'est détournée. Mais après avoir fait 3 pas vers le bar, la voix de Bianca s'est élevée derrière elle. Elle ne s'adressait pas à Ava, mais à Ezra, mais assez fort pour qu'Ava entende chaque mot. Tu n'as pas le droit de faire ça, a dit Bianca entre ses dents serrées. J'ai un siège au conseil. Père me l'a laissé. Ava a ralenti, non pas parce qu'elle voulait écouter, mais parce que ses jambes ont soudainement oublié comment se déplacer rapidement près de la table 4. La voix d'Ezra est venue en réponse, si basse qu'Eva a presque dû retenir sa respiration pour la saisir. Calme, comme s'il lisait la météo. Père t'a aussi laissé des règles. Règle numéro 1. Ne jamais s'asseoir à la même table que l'ennemi. Bianca s'est figée. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ezra a tourné une page dans le dossier. Gala des Hamptons en septembre. Tu t'es assise à la table VIP à côté de Reed Calloway pendant 40 minutes. Hôtel Tribeca Grand en octobre. Tu as bu un martini avec lui au bord du rez-de-chaussée à 11 heures du soir. Veux-tu que je continue ou préfères-tu t'expliquer? C'était une coïncidence, a dit Bianca rapidement. Trop rapidement. Un gala de charité. Ezra, toute la ville était là. Je n'ai pas choisi ma place. Et à Tribeca, j'étais au bar avec des amis et il se trouvait qu'il était là. Et tu es paranoïaque. Ezra a fermé le dossier d'un claquement sec. Il a levé les yeux et Ava, debout au bar attendant les boissons, s'est retournée à ce moment précis. Elle a surpris l'instant où Ezra Fontaine a regardé sa sœur droit dans les yeux. Et même si la distance entre le bar et la table 4 était de près de 10 mètres, Ava a quand même senti la température de la pièce chuter. « Tu crois que je ne savais pas ?» a dit Ezra, chaque mot tombant comme une pierre jetée au fond d'un puits. « Tes comptes ont été gelés ce matin. Ton siège au conseil a été suspendu. Ton accès au système a été révoqué. Jusqu'à ce que l'enquête interne soit terminée, tu n'es pas un membre de la famille. Tu es une invitée. » Le visage de Bianca a changé en 3 étapes en moins de 3 secondes. Le choc blanc, puis le rouge brûlant, puis quelque chose de plus sombre et de bien plus dangereux s'installant dans ses yeux. C'était le visage de quelqu'un qui venait d'être poignardé dans le dos par la personne la plus proche d'elle, au milieu d'un restaurant. Et au lieu de saigner, elle a choisi de chercher quelqu'un à poignarder en retour. Ava est retournée à la table 4, portant le plateau de boissons. Elle a posé le whisky devant Ezra et posé la vodka devant Bianca. Et à ce moment précis, les yeux rouges et gonflés de Bianca Fontaine l'ont balayé de la tête aux pieds. Lentement, de ses chaussures plates noires à ses cheveux vaguement épinglés. Et Ava a réalisé, avec un sentiment de malaise dans l'estomac, qu'elle venait de se retrouver dans la ligne de mire de quelqu'un. Bianca a arraché le menu relié en cuir des mains d'Ava avant même qu'elle ne puisse le poser sur la table. Elle l'a ouvert avec les mouvements de quelqu'un qui cherche quelque chose à critiquer plutôt que quelque chose à manger. Le menu de Sarafina était entièrement écrit en italien, avec les descriptions en anglais imprimées en petits caractères italiques en dessous. Et dans la faible lumière des bougies du restaurant, il était presque impossible de lire à moins d'être prêt à mettre des lunettes. Et Bianca Fontaine préférerait mourir plutôt que de porter des lunettes devant qui que ce soit. Elle a plissé les yeux sur la première page, a éloigné le menu, puis l'a rapproché à nouveau. Eva a tout de suite compris que Bianca avait du mal, mais qu'elle préférerait avaler une fourchette en argent plutôt que de l'admettre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a dit Bianca, pointant son doigt laqué de rouge sur la première ligne de la section des antipasties. Sa voix était plus forte que nécessaire, comme si elle défiait la salle plutôt que de demander à la serveuse. « Osso buco, madame », a répondu Ava d'une voix calme et égale. C'est un jarret de veau braisé lentement avec du safran, des légumes, des carottes et du céleri dans un bouillon de vin blanc. C'est l'un des plats signatures du restaurant. Bianca ne l'a pas remercié. Elle a pointé la ligne suivante. Alors, et ça? Risotto à la milanaise. Madame du riz arborio cuit avec un bouillon d'os, du beurre et du safran dans le style traditionnel milanais. Bianca a tourné la page et a pointé une autre ligne, plus rapidement cette fois, comme si elle essayait de trouver une phrase à laquelle Ava ne pourrait pas répondre. Et celui-ci, Branzino al forno. Un bar méditerranéen entier rôti au four avec du citron, de l'ail et de l'origan frais. La chair est très tendre, sans petites arêtes. Très appropriée si vous aimez les fruits de mer.
Ava a dit tout cela sans jamais baisser les yeux sur le menu. Elle connaissait chaque plat, chaque ingrédient, chaque prononciation italienne jusqu'à la dernière voyelle, car elle n'avait pas seulement mémorisé le menu, elle comprenait la langue derrière. Et cette aisance sans effort était exactement ce que Bianca ne pouvait pas supporter. Chaque réponse correcte d'Ava était un autre couteau s'enfonçant dans la fierté qu'Ezra avait déjà mise à mal plus tôt dans la soirée. Bianca venait d'être dépouillée de son pouvoir par son frère. Son argent avait été gelé, elle avait été traitée comme une traîtresse. Et maintenant, une serveuse se tenait devant elle et en savait plus qu'elle sur le restaurant même qui portait le nom de sa famille. Bianca a refermé le menu d'un coup sec. « Vous vous croyez si intelligent, n'est-ce pas ?» a dit Bianca, et sa voix avait changé maintenant. Ce n'était plus la voix de quelqu'un qui posait des questions sur le menu. C'était la voix de quelqu'un qui choisissait une cible. Debout là, dans ce tablier sale, à mémoriser quelques mots italiens chics et à penser que ça vous rend meilleur que moi. Vous ne faites que répéter des phrases comme un oiseau dressé. Madame, je ne fais que répondre à vos questions. Si vous souhaitez un peu plus de temps avec le menu, je serai... Je n'ai pas besoin de temps, Bianca l'a interrompu, sa voix montant d'une octave. J'ai besoin d'un restaurant qui écrit son menu en anglais au lieu d'utiliser ces mots prétentieux pour tromper les gens. Ezra. Bianca s'est tournée vers lui, mais Ezra n'a pas levé les yeux. Il était déjà retourné à la lecture du dossier, comme si sa sœur et la serveuse étaient deux chats miaulants dans une ruelle et qu'il attendait simplement qu'ils s'arrêtent d'eux-mêmes. Bianca a grincé des dents, l'indifférence d'Ezra jetant de l'huile sur le feu. Elle s'est retournée vers Eva, les yeux plissés en deux fentes sombres. Elle a ouvert le menu à la dernière page, où un court paragraphe en italien était imprimé sur les avertissements d'allergie et les ingrédients. Et elle l'a poussé contre la poitrine d'Ava. « Lisez-le, a dit Bianca, sa voix assez forte pour que la table voisine se retourne. Lisez-le à voix haute. La dernière ligne, la section des avertissements d'allergie. Lisez-le assez fort pour que tout le restaurant entende, si vous êtes si intelligent. » Ava a baissé les yeux sur la page, puis a relevé les yeux vers Bianca. Elle savait que c'était un piège. Si elle le lisait, elle obéirait à un ordre humiliant devant toute la salle. Si elle ne le faisait pas, Bianca la déclarerait illettrée. Elle a choisi le silence. « Madame, je serais heureuse de vous expliquer n'importe quel ingrédient si vous avez une question sur les allergies. » Bianca a souri, et ce sourire était plus froid que tout ce qu'Ezra avait montré de toute la nuit. Car c'était le sourire de quelqu'un qui venait de trouver exactement ce dont elle avait besoin. Elle s'est levée, dépassant Eva de près d'une demi-tête avec ses talons, et s'est tournée vers la salle à manger, écartant les deux bras comme si elle parlait devant un public. Elle ne sait pas lire, a énoncé Bianca, sa voix résonnant dans la pièce, coupant le son de Puccini en fond sonore et le bruit des couverts contre des assiettes. Illettré. On paye 8 cents $ l'assiette pour être servi par une inculte qui ne sait même pas lire un avertissement sur les allergies. On pourrait mourir d'un choc anaphylactique et cette petite fille ne saurait toujours pas épeler les mots sur une boîte de médicaments. Tout le restaurant s'est figé. À la table 7, la femme du sénateur Whitfield a levé une main pour couvrir sa bouche, les yeux écarquillés. À la table 3, un directeur de maison d'édition et sa maîtresse ont arrêté de mâcher en plein milieu. 3 iPhones de 3 tables différentes étaient déjà levés, leur petite lumière rouge clignotant pendant qu'ils enregistraient. Franco est sorti en courant de la cuisine, une serviette blanche sur l'épaule, le visage de la couleur d'un cadavre fraîchement sorti de l'eau. Sa bouche s'ouvrait déjà pour dire les 3 mots qu'Eva savait qu'il allait prononcer. « Vous êtes viré. » Mais Bianca n'avait pas fini. Elle s'est penchée tout près, si près qu'Eva pouvait sentir le parfum Tom Ford mêlé à la vodka sur son haleine. Et elle lui a dit droit au visage, dans un sifflement lent, chaque syllabe aiguisée comme du verre. « Vous n'êtes qu'une pauvre inculte. N'ouvrez plus la bouche pour me parler tant que vous n'aurez pas appris à lire correctement. Sortez de ma vue et envoyez quelqu'un qui a au moins terminé l'école primaire. » Ava est restée parfaitement immobile. 50 paires d'yeux se sont posés sur elle comme 50 aiguilles. De chaque table, de chaque coin, de chaque interstice étroit entre les épaules enveloppées de costumes et de robes de soirée. Elle pouvait sentir chaque regard. Le regard apitoyé de la table 7, le regard curieux de la table 3, le regard sombrement ravi d'un couple plus âgé près de la fenêtre.
Le genre de personnes qui payaient pour dîner en partie pour la nourriture et en partie parce qu'elles aimaient de voir quelqu'un d'autre se faire démolir. Franco se précipitait vers elle, son tablier flottant, sa bouche déjà arrondie en forme des mots qu'Eva savait qu'il allait prononcer. Eva, vous êtes virée. Je suis désolé, mais Mademoiselle Fontaine est Mademoiselle Fontaine. Et Eva savait que dans 3 secondes, il l'atteindrait, et tout serait fini. Elle perdrait son travail, le service de ce soir, les pourboires. Elle perdrait les 6 5 $ de cette semaine dont sa mère avait besoin pour les médicaments antinauséeux après la chimiothérapie. Mais quelque chose s'est produit à l'intérieur d'Ava à ce moment-là. Et ce n'était pas le genre d'éclatement dont les gens aiment parler dans les histoires où les faibles finissent par exploser. Il n'y a pas eu d'explosion, pas de déferlement de fureur. C'était un déclic, petit, froid et précis, comme le son d'un interrupteur qu'on actionne dans une pièce sombre. Et quand cet interrupteur s'est allumé, Ava Sinclair, la serveuse, le fantôme au tablier blanc, la fille qui avait passé 11 ans à apprendre à disparaître, est morte. Pas lentement, instantanément. Et la femme qui a pris sa place était Ava Sinclair, la doctorante. La femme qui s'était tenue devant un amphithéâtre de 300 personnes à l'Université de New York et avait débattu de la sémantique des traités de Versailles sans un tremblement dans la voix. La femme qui avait présenté ses recherches devant un panel académique à Florence dans un italien si fluide que son conseiller italien lui avait demandé de quelle partie de la Toscane elle venait. Ava n'a pas reculé, n'a pas cherché Franco. Au lieu de cela, sa main s'est glissée dans la poche de son tablier. Et ce qu'elle en a sorti n'était pas son carnet de commande. C'était le stylo Mont-Blanc à capuchon d'argent, corps en lac noir brillant, parfaitement équilibré dans sa paume. Et quand ses doigts l'ont touché, un souvenir l'a percuté comme un coup de poing dans la poitrine. Son père, debout dans l'embrasure de la porte de leur appartement dans le Bronx le jour où sa lettre d'acceptation de Georgetown est arrivée. Sa main tremblant de joie et non de froid. Plaçant le stylo dans sa main et disant « Garde ça, ma chérie. La langue et l'arme des gens qui n'ont rien. » Et 4 mois plus tard, il était mort. Ava a décapuchonné le stylo. Elle a doucement pris le menu des mains de Bianca, sans l'arracher, sans se battre pour l'avoir, juste en le faisant glisser de ses doigts laqués de rouge, avec la précision d'un chirurgien sortant d'un scalpel. Elle a posé le menu sur la table, a pris une serviette en lin blanc, l'a lissé à côté du verre de vodka de Bianca et a commencé à écrire. L'encre bleue foncée coulait sur le lin blanc dans une écriture nette, régulière et inclinée. L'écriture de quelqu'un qui avait rédigé des milliers de pages de brouillons de thèse à la main. Et quand Eva a ouvert la bouche pour parler, sa voix avait complètement changé. Fini le ton doux et déférent du secteur des services. Cette voix était plus profonde, plus pleine. La voix d'une femme qui s'était un jour tenue à un podium et avait fait taire une salle entière avec sa toute première phrase. « Mademoiselle Fontaine, a dit Ava, et toute la salle l'a entendu. Vous êtes préoccupée par ma capacité à lire. C'est une préoccupation tout à fait raisonnable en matière de sécurité alimentaire. Alors, testons-la, voulez-vous? » Bianca a cligné des yeux et a fait un demi-pas en arrière, car cette voix n'appartenait pas à la serveuse qu'elle venait de démolir. Ava a continué à écrire sur la serviette en lin sans baisser les yeux, ses yeux fixés directement sur ceux de Bianca. « Quand j'ai versé vos boissons il y a un instant, a dit Ava, le dossier en cuir que votre frère lisait était ouvert sur la table, tourné vers moi. Police Garamond, Taladouze. Le document dépassait d'environ 3 pouces. J'ai une mémoire édétique, Mademoiselle Fontaine. C'est plus une malédiction qu'autre chose, vraiment, mais très utile quand on étudie les langues anciennes ou les contrats juridiques. » Ava a tourné la serviette en lin pour que Bianca puisse voir ce qu'elle avait écrit. « Vous m'avez traité d'illettré, » a dit Ava, sa voix portant jusqu'à la dernière table du restaurant. « Mais je viens de copier la section d'ouverture du transfert d'actifs familiaux que votre frère est en train de rédiger, celui dont vous ne saviez manifestement rien, celui qui stipule que toutes vos parts dans les restaurants, l'immobilier et les actifs du trust sont transférés dans un nouveau fonds auquel vous n'aurez aucun accès. Et plus important encore, ce document contient une clause auto-exécutoire. » Bianca a retenu son souffle. « Si vous créez un scandale public dans les 6 mois suivant la date de signature, a dit Ava lentement, chaque mot tombant dans la pièce silencieuse comme des gouttes d'acide,
Vous ne serez pas simplement mis à l'écart temporairement. Vous perdrez votre héritage de manière permanente. Pas d'appel, pas de négociation, de manière permanente. Ava s'est arrêtée, a regardé Bianca, a regardé les 3 iPhones qui enregistraient, a regardé le sénateur Whitfield, assis bouche bée à la table sept. Puis elle a repris la parole. Vous venez de la déclencher, mademoiselle Fontaine. Pas à cause de moi, mais parce que vous n'avez pas su vous taire. L'atmosphère à l'intérieur de Serafina n'était plus seulement tendue. Elle était devenue cassante, comme si une fourchette tombant par terre pouvait faire voler la pièce en éclats, tel du cristal bon marché. Et puis Ezra Fontaine a levé les yeux. Pour la première fois de la soirée, il a vraiment regardé. Pas le regard passager qu'il accordait aux serveurs ou aux domestiques ou à quiconque ne valait pas la peine d'occuper de l'espace dans son esprit. Mais il a regardé de la manière dont Ava imaginait qu'il regardait des contrats d'1 milliard de dollars avant de les signer. Le genre de regard qui mesurait, pesait et menaçait jusqu'à l'os. Ses yeux gris se sont fixés sur Ava pendant 3 secondes de silence absolu. Puis il s'est tourné vers Bianca, et quand il a parlé, sa voix était si calme qu'elle ressemblait à de la terre versée sur le couvercle d'un cercueil. Elle a raison, Bianca. La clause auto-exécutoire, sous-section 4, paragraphe B. Tu viens de la déclencher. Bianca a regardé la serviette en lin, puis le dossier en cuir sur la table, puis son frère. Et la couleur a quitté son visage si rapidement qu'Ava a presque pu la voir passer du rose au blanc, puis au gris en moins de 2 battements de cœur. Elle s'est effondrée sur la chaise en velours noir, ses genoux se dérobant comme si on lui avait retiré les os des jambes. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, puis s'ouvrait à nouveau, comme le poisson qu'elle ne commanderait jamais sur le menu. « Tu ne peux pas, » a murmuré Bianca, sa voix se brisant sur le dernier mot. « Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta sœur. Je suis ton sang. » Ezra n'a pas répondu. Il a placé le dossier dans sa maillette en cuir, l'a fermé, l'a verrouillé comme un homme fermant un cercueil et se préparant à quitter un cimetière. Et c'est ce silence, ce refus de reconnaître la douleur de sa sœur, qui a poussé Bianca au-delà de la dernière limite. Elle a saisi le verre d'eau sur la table. Le verre qu'Eva avait rempli avec une précision parfaite, sans une seule goutte accrochée au bord, et elle l'a jeté droit au visage d'Ava. L'eau froide a balayé sa peau, a coulé le long de son col, a trempé son tablier et a goûté de son menton sur le sol en marbre. Un hoquet de surprise s'est élevé de la table sept et la femme du sénateur Whitfield s'est levée d'un bond, une main sur la bouche. Bianca s'est penchée sur la table, son visage maintenant tordu en quelque chose de bien au-delà de la colère. C'était de la pure peur déguisée en fureur, et elle a sifflé au visage d'Ava d'une voix tremblante pleine de venin. « Je vais te faire disparaître. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas ce que je peux faire. Assieds-toi, Bianca. » Bianca, Ezra n'a pas crié. Il n'en avait pas besoin. Ces 2 mots ont fendu l'air comme une lame dans la soie. Absolus, ne laissant aucune place à la négociation. C'était de la voix d'un homme qui disait « Assieds-toi ». Et les gens s'asseyaient, non par courtoisie, mais par instinct de survie. Bianca s'est figée, a regardé son frère, a regardé toute la salle qui la regardait, a regardé les téléphones qui enregistraient toujours. Puis elle a attrapé sa pochette Chanel sur la chaise et s'est précipitée vers la porte, une main sur le visage. Ses talons frappant le sol en pierre comme le compte à rebours d'une bombe qui avait déjà explosé. Franco est sorti de sa paralysie et s'est précipité vers la table 4 avec une vitesse surprenante pour un homme d'âge moyen dans un costume serré. Serviette blanche sur l'épaule, sueur perlante sur son front. Il a regardé Ava, debout là, l'eau dégoulinant de ses cheveux, puis Ezra, puis de nouveau Ava. Et il a fait le choix que n'importe quel directeur de restaurant ferait lorsqu'il est forcé de choisir entre une serveuse et une famille qui possède la moitié de Manhattan. « Monsieur Fontaine, je suis terriblement désolé. Ava, va dans la cuisine tout de suite. Tu es viré, sors d'ici. » Ava a hoché la tête. Elle s'est retournée pour partir, l'eau coulant toujours de son tablier dans ses chaussures. Elle avait fait 2 pas quand la voix d'Ezra a retenti dans la pièce. « Arrêtez !» Franco s'est figé. Ava s'est arrêtée de marcher. Ezra s'est levé, boutonnant sa veste d'une main dans un mouvement qu'il avait clairement pratiqué des milliers de fois. Il a regardé Franco droit dans les yeux, ses yeux gris dont Ava pouvait maintenant jurer qu'ils rendaient l'air autour d'eux
au moins quelques degrés plus froid que le reste de la pièce. Si vous la virez, a dit Ezra de la voix douce que tout homme intelligent reconnaîtrait comme la plus dangereuse qu'il possédait, j'achèterai cet immeuble, je résilierai le bail et je le transformerai en parking pour mes chauffeurs. Vous comprenez? Franco est devenu d'une blancheur qu'on ne voit habituellement que sur les cadavres ou le papier fraîchement imprimé. Oui, Monsieur Fontaine. Bien sûr, c'est notre meilleur employé. Ezra est sorti un chéquier de la poche intérieure de sa veste. Il avait écrit rapidement, a déchiré le chèque et l'a posé sur la table à côté de la serviette en lin sur laquelle Ava avait écrit. Nettoyage à sec, a dit Ezra en regardant Ava, et dîner spectacle. Puis il est parti, sans se retourner, sans attendre de remerciements. Il a disparu par la porte d'entrée comme si la pièce n'était pas digne de le retenir une seconde de plus. Le silence a duré un autre temps, puis deux. Puis, de la table sept, la femme du sénateur Whitfield a commencé à applaudir lentement, délibérément. Le genre d'applaudissement destiné à s'assurer que toute la salle sache exactement de quel côté elle se tenait. Puis le directeur de maison d'édition à la table 3, puis le couple de touristes dans le coin. En moins de 10 secondes, toute Sarafina applaudissait la serveuse trempée debout au milieu de la salle à manger, l'eau dégoulinant de son tablier sur ses chaussures plates bon marché. Ava n'a pas souri. Elle ne se sentait pas victorieuse. Elle se sentait fatiguée. Le genre de fatigue qu'elle connaissait bien. Le genre que le sommeil ne pouvait pas réparer. Elle a baissé les yeux sur le chèque sur la table. 15 000 $. Elle a fait le calcul dans sa tête immédiatement, car c'est ce qu'elle faisait toujours avec les chiffres, les traduisant en nombre de mois que sa mère pourrait continuer à vivre. 2 mois et demi de chimiothérapie, 2 mois et demi de médicaments antinauséeux, 2 mois et demi pendant lesquels sa mère n'aurait pas à regarder une facture et à pleurer. C'était une bouée de sauvetage. Mais quand Eva a ramassé le chèque et l'a glissé dans la poche de son tablier, juste à côté du stylo Montblanc de son père, elle n'a pas pu se défaire du sentiment que l'argent avait une odeur. Pas l'odeur de l'encre ou du papier, mais l'odeur du monde d'où il venait. Un monde où les gens faisaient des chèques comme d'autres écrivaient des listes de courses. Un monde où 15 000 $ étaient un pourboire et les êtres humains des outils. Et elle venait de mettre un pied dans ce monde sans réaliser que l'autre était déjà sur le point d'y être entraîné. La chute d'adrénaline est survenue à 1 heure du matin dans le vestiaire des employés derrière la cuisine. Un espace pas plus grand qu'un placard avec 2 casiers en métal rouillé, un miroir fissuré et l'odeur d'oignons frits et d'ail imprégnée en permanence dans les murs. Eva était assise sur une chaise en plastique, les mains tremblantes. Pas de peur, mais parce que son corps avait enfin rattrapé ce que son esprit avait fait 1 heure plus tôt, et il protestait. Elle a enlevé sa chemise blanche trempée, l'a essorée au-dessus de l'évier, a regardé l'eau s'égoutter. Elle a pensé qu'elle venait de lire à l'envers un document confidentiel appartenant au parrain le plus puissant de la côte Est, puis d'en annoncer le contenu devant 50 témoins des 3 caméras. Et elle était toujours en vie, ce qui signifiait que c'était soit un miracle, soit que le pire n'était pas encore arrivé. Elle enfilait un vieux T-shirt quand Franco est apparu dans l'embrasure de la porte du vestiaire. Il n'avait plus l'air en colère, il avait l'air effrayé. Le genre de peur d'un homme qui vient de réaliser qu'il se tient entre 2 puissances et n'a pas assez de jambes pour courir vers l'une ou l'autre. Il y a une voiture dans la ruelle, a dit Franco, la voix basse comme s'il partageait un secret d'État. Une Bentley noire. Le chauffeur a dit qu'il vous attendait. L'érudite. Je ne sais pas qui est l'érudite, mais je suppose que c'est vous. Franco la regarda avec de nouveaux yeux. Le genre de regard qu'un homme porte quand il réalise soudain que le petit poisson qu'il a bousculé pendant 2 ans est en fait un requin. Et il a ajouté une phrase de plus avant de disparaître. « Qui êtes-vous, Ava ?» Ava n'a pas répondu. Elle a enfilé sa fine veste en jean et glissé le chèque de 15 000 $ dans son sac à dos à côté du livre de droit de 400 pages qu'elle lisait dans le métro tous les soirs et est sortie par la porte de derrière. La ruelle derrière Sarafina était l'endroit où l'élégance du restaurant mourait d'une mort rapide et sans pitié. Des bennes à ordures bleues étaient empilées. L'odeur de fruits de mer pourris et de vieille graisse se mêlait à l'odeur d'urine du coin, où les hommes ivres aimaient s'arrêter après minuit. Et au milieu de cette ruelle, brillante et absurde comme un cygne dans une porcherie, se trouvait une Bentley Flying Spur noire, moteur en marche. Ses feux arrière rouges se reflétaient dans l'eau stagnante,
la vitre arrière baissée. Ezra Fontaine était assis sur la banquette arrière, portant maintenant une cravate bleu foncé, remplaçant le col ouvert de tout à l'heure. Il lisait quelque chose sur un iPad. La lumière de l'écran découpant son visage en plans nets de lumière et d'ombre, comme un tableau du Caravage. Il n'a pas levé les yeux. « Montez dans la voiture, Ava. »« Je rentre chez moi, Monsieur Fontaine, » a dit Ava, sa main se resserrant sur la sangle de son sac à dos. « J'ai cours demain matin. » « Université de New York, » a dit Ezra, lisant toujours sur l'iPad. Sa voix était aussi égale que s'il lisait une liste de courses. Doctorante, spécialisée en droit des contrats transnationaux et en linguistique juridique. Moyenne de 4,0. Licence de Georgetown. Bourse complète. Bourse Fulbright à Florence de 2020 et 1 à 2022. Parle couramment 4 langues. Lit le latin. Il a fait glisser un doigt sur l'iPad. Mary Sinclair, 58 ans, cancer de stade 3, sous chimiothérapie à Columbus, Ohio. Assurance maladie avec une franchise annuelle de 8 000 $. Coût d'oncologie hors réseau d'environ 6 000 $ par mois, car le meilleur médecin n'est pas dans le réseau d'assurance moins cher. Patrick Sinclair, avocat en immigration, abattu dans son bureau dans le Bronx en 2015 dans ce que la police a classé comme un vol. Il a levé les yeux. La lumière du lampadaire s'est déversée dans ses yeux gris. « Vous êtes trop doué pour porter des assiettes, ça va? » Eva sentit le sang lui monter au visage. Pas de gêne, mais de colère. La colère froide et vive qu'elle avait appris à contrôler à 16 ans. « Vous m'avez fait enquêter en 45 minutes. J'ai des ressources et je n'aime pas les mystères. Vous êtes un mystère. Porter des assiettes paye le loyer, a dit Eva, et paye la chimiothérapie. » Ezra est resté silencieux un instant. Puis il a ouvert la portière de la voiture de l'intérieur. « Je suis au milieu d'une fusion immobilière avec le groupe Key à Milan. 2 milliards de dollars. Mon équipe juridique, 15 personnes du cabinet Tristan Locke, a examiné le contrat pendant 2 semaines. Ils disent qu'il est propre. Ils disent qu'il est prêt à être signé. Il a fait une pause. Mon instinct me dit qu'ils ont tort. Mais je ne sais pas lire l'italien juridique. Vous, si. » Ava l'a regardé. Il l'a regardé en retour. Il n'y avait aucune chaleur dans ce regard. Aucune pitié. Aucune admiration romantique. Seulement le calcul froid d'un homme regardant un outil tranchant et voulant l'utiliser. Et étrangement, c'était la chose la plus respectueuse qu'on ait offerte à Ava depuis des années. « Je ne suis pas avocate d'affaires, » a dit Ava. « Je n'ai pas besoin d'une avocate. J'ai besoin de quelqu'un qui peut lire ce que 15 avocats ont manqué. Révisez le contrat ce soir. Honoraire de consultation, 75 000 $. En espèces par virement, peu importe. 75 000 $. Le chiffre flottait dans l'air de la ruelle, entre l'odeur de poisson avarié et le bourdonnement du moteur de la Bentley. Plus d'1 an de chimiothérapie pour sa mère, presque autant que toute sa dette étudiante, un chiffre qui pouvait tout changer. Et Ava se détestait car elle savait ce qu'elle allait dire avant même d'ouvrir la bouche. Elle a pensé à sa mère assise sur le fauteuil de chimiothérapie, la peau grise et les mains tremblantes. Elle a pensé à la pile de factures avec la mention « Dernier avis » estampillée en rouge sur la table de la cuisine. Elle a pensé au stylo Mont-Blanc dans son sac à dos et aux mots de son père disant que la langue était une arme et qu'elle allait se monter dans la voiture. L'intérieur sentait le cuir et la menthe, si silencieux que ses oreilles bourdonnaient après 10 heures de bruit de cuisine chez Sarafina. Elle s'est assise sur le siège en cuir, a posé son sac à dos sur ses genoux et a dit « J'ai besoin de café, noir et de surligneur. » Ezra Fontaine l'a regardé et pour la première fois de la soirée, la première fois qu'Eva le voyait, il a souri. Pas le sourire froid qu'il avait utilisé avec Bianca, pas le sourire social qu'il avait utilisé avec les sénateurs et les dirigeants. C'était un vrai sourire, petit, presque réticent, et il a atteint ses yeux, enlevant un demi-degré de givré au gris. « Roulez », a-t-il dit au chauffeur. Fontaine Holdings occupait tout le 50e étage d'une tour de verre à Midtown, le genre de bâtiment qui, la nuit, ressemblait à une épée d'argent plantée droit dans le ciel de Manhattan. L'ascenseur privé s'ouvrait sur un hall pavé de marbre noir. Eva l'a traversé avec ses ballerines de serveuse, les petits claquements secs contre la pierre sonnant comme un rappel qu'elle n'appartenait pas à un endroit comme celui-ci. Elle portait toujours son pantalon de serveuse noir,
mais sa chemise mouillée avait été remplacée par un pull en cachemire gris que l'assistant d'Ezra avait sorti de la garde-robe de rechange de son bureau. Le genre de pull dont Ava a su, au moment où elle l'a touché, qu'il coûtait plus cher que tout ce qui était suspendu dans le placard de son appartement du Queens. La salle de conférence était une longue pièce avec une table en acajou assez grande pour accueillir 20 personnes. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur la ville endormie en contrebas. Et autour de la table étaient assis 4 hommes qui semblaient avoir été coulés dans le même moule. Des costumes anthracites sans un pli, même s'il était près de 2 heures du matin. Des cravates parfaitement nouées, des visages froids. À la tête de la table était assis Tristan Locke, 52 ans, cheveux argentés lissés en arrière, peau bronzée à la manière d'un homme qui passait ses week-ends à Saint-Barthélemy, et les yeux d'un vieux renard qui avait survécu à 3 décennies dans le droit, en sachant exactement quand mordre et quand lécher. Quand Ezra est entré avec Ava, Tristan a levé les yeux et l'expression sur son visage est passée de sérieuse à confuse, puis à irritée en l'espace d'environ 2 secondes. Ezra, a dit Tristan, en train de finaliser l'extension de responsabilité. Qui est-ce? Il a regardé Ava comme un homme regarde une femme de ménage qui s'est trompée de pièce. Ma consultante indépendante, a dit Ezra, en tirant une chaise pour Ava et en l'asseyant à la tête de la table, directement en face de Tristan. La place la plus puissante de la pièce. Elle examine les annexes italiennes. Tristan a laissé échapper un petit ricanement. Le genre que les hommes puissants utilisent quand ils croient assister à l'excentricité de quelqu'un de plus riche qu'eux. Ezra, avec tout le respect que je vous dois, nous avons 3 locuteurs natifs italiens dans mon équipe juridique. Nous avons examiné chaque document. De quel cabinet vient-elle? De quel cabinet elle vient n'est pas votre problème, a dit Ezra en s'asseyant. Donnez-lui le dossier. Tristan a hésité puis a poussé une épaisse pile de documents sur la table en acajou vers Ava. Il a souri à ses 3 associés, le sourire conspirateur d'hommes qui pensaient tous assister à la même comédie. Ava est tout ignorée. Elle a sorti ses lunettes de lecture, celles avec des montures en plastique qui coûtaient 4,99 $ chez CVS, les a mises, a ouvert le premier dossier et a commencé à lire. La pièce est tombée dans le silence, rompue seulement par le tic-tac de l'horloge murale et le bruit du surligneur d'Ava chuchotant sur le papier. Régulier, précis, comme le pouls d'une machine. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Tristan a regardé sa montre. Ezra, sérieusement, nous avons une signature à 9 heures du matin. C'est une perte de temps. La fille est évidemment juste en train de lire pour faire semblant d'être occupée. Ava n'a pas levé les yeux. Responsabilità, a-t-elle dit à voix haute, prononçant l'italien avec une précision parfaite. Chaque double voyelle a à sa place. Tristan a cligné des yeux. Pardon, qu'avez-vous dit? Ava a levé les yeux. Ses yeux derrière les lunettes bon marché étaient aussi tranchants que des couteaux. Clause 14, paragraphe 7. Vous avez traduit responsabilità subsidiaria par responsabilité subsidiaire. Traduction standard, a dit Tristan, son ton se durcissant. Cela se réfère aux dettes actuelles de l'entreprise. Standard dans un contexte commercial ordinaire. Oui, a dit Ava en tournant une page. Mais ce contrat stipule que tous les litiges seront arbitrés à Milan, en Italie. Selon le Code civil italien tel qu'appliqué dans le contexte de l'immobilier commercial, plus précisément l'article 412. Responsabilità subsidiaria a une portée beaucoup plus large que ne le suggère la traduction anglaise. Elle inclut la responsabilité héritée des propriétaires précédents, y compris les dettes fiscales impayées, les litiges en cours, et en particulier, elle a tourné le document et a pointé une minuscule note de bas de page en police de taille 6. Cette note de bas de page fait référence à un immeuble commercial à Naples appartenant au groupe Key. Cet immeuble fait actuellement l'objet d'une enquête d'Europol pour suspicion de blanchiment d'argent. La pièce est devenue aussi silencieuse que du papier. Si vous signez ce contrat, M. Fontaine, avec M. Fontaine, a dit Ava en se tournant vers Ezra, bien que sa voix soit assez forte pour que tout le monde dans la pièce l'entende. Vous n'achèterez pas simplement de l'immobilier. Vous hériterez d'une enquête d'Europol. Et une fois qu'Europol aura des documents montrant que Fontaine Holding est le nouveau propriétaire, le FBI aura des motifs légaux pour ouvrir une enquête croisée directement sur chaque transaction financière que votre entreprise a effectuée au cours des 10 dernières années. Elle s'est arrêtée et a fait le calcul rapidement dans la marge de la page. Dommages estimés,
400 millions de dollars en pénalités directes, plus le risque de détruire tout l'Empire si le FBI trouve quelque chose d'inhabituel dans vos livres. Et dans le monde de M. Fontaine, nous savons tous les deux qu'ils en trouveront. La couleur bronzée a disparu du visage de Tristan Locke, comme si quelqu'un l'avait essuyé avec un chiffon humide. Il a commencé à taper frénétiquement sur son ordinateur portable, ses associés feuilletant les papiers dans un bruissement frénétique. Et après une minute si longue qu'elle en était suffocante, Tristan a arrêté de taper, a levé les yeux, et son visage était devenu pâle. Il y a un précédent, a-t-il balbutié. Bianchi contre la mairie de Milan en 2019. Mais c'est incroyablement obscur. Nous ne pensions pas que cela s'appliquait ici. Ezra a regardé Tristan. L'expression sur le visage du parrain était vide d'une manière terrifiante. Le genre de vide qu'Ava imaginait être la dernière chose que beaucoup de gens voyaient avant que tout ne devienne noir. Vous avez dit que c'était propre. Vous avez dit que c'était prêt à être signé. 400 millions de dollars et le FBI à ma porte, et vous ne pensiez pas que cela s'appliquait? Ezra s'est levé. Sortez. Ezra, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons rédiger une clause supplémentaire, a commencé Tristan. Sortez, a répété Ezra. Et cette fois, il n'a pas eu besoin de le dire une troisième fois. Les 4 avocats ont fourré leur dossier dans leurs mallettes, ont refermé leurs ordinateurs portables. Et en 30 secondes, la salle de conférence était vide, ne laissant qu'Ava et le parrain. Avec tout New York endormi sous le 50e étage de verre, Ezra s'est approché du mur de verre et s'est tenu là, regardant la ville. Ses mains jointes derrière son dos, les lumières de Manhattan se reflétant sur le verre en des milliers de petits points qui entouraient sa silhouette sombre comme un halo inversé. Il est resté silencieux pendant près d'une minute, et Ava n'a rien dit, car elle avait lu suffisamment de choses sur le langage corporel pour savoir que ce n'était pas le silence d'un homme qui réfléchissait. C'était le silence d'un homme qui recalculait tout l'échiquier. Et quand Ezra Fontaine recalculait l'échiquier, il valait mieux ne pas le déranger. « Vous venez de me sauver du FBI », a dit Ezra enfin, toujours le dos tourné. « Savez-vous ce que cela signifie? »« Je sais, » a dit Ava, « et je sais aussi que je ne devrais rien savoir de plus que ce que je sais déjà. » Ezra s'est retourné. Le petit sourire de tout à l'heure avait disparu, remplacé par une expression qu'Eva devinait être la version la plus proche du respect qu'il pouvait offrir à quiconque. Il s'est assis en face d'elle, a posé ses 2 mains sur la table en acajou, et la bague au blason familial en argent a brillé sous la lumière fluorescente. Mon chef de cabinet a démissionné la semaine dernière. Plus précisément, je l'ai viré parce qu'il ne pouvait pas faire la différence entre un contrat et un déchet tapissant une poubelle. Le poste est vacant. 300 000 $ par an, plus des bonus, plus une assurance santé complète pour vous et votre famille immédiate. Pas de franchise, pas de limite de réseau, pas d'exception, y compris la chimiothérapie, la chirurgie, les médicaments, tout. Eva a cessé de respirer. Pas de franchise, pas de limite de réseau. Ces 6 mots ont tourbillonné dans sa tête comme 6 balles chargées dans un revolver. Car ces 6 mots signifiaient que sa mère n'aurait plus à être dans un hôpital public avec des internes surmenés. Ces 6 mots signifiaient l'hôpital Mount Sinai, une chambre privée, le meilleur oncologue de la ville. Le genre de médecin que les gens ordinaires attendaient 6 mois pour voir, mais que quelqu'un avec l'assurance de Fontaine Holdings pouvait voir dès le lendemain matin. Ces 6 mots signifiaient que sa mère pouvait vivre. Mais Ava savait aussi autre chose. Elle savait que 300 000 $ par an n'était pas un salaire. C'était le prix d'achat du silence. Elle savait que le chef de cabinet d'Ezra Fontaine ne se contenterait pas de planifier des réunions et de faire du café, mais lirait chaque contrat, connaîtrait chaque secret, toucherait à chaque transaction, y compris celles qui, si le FBI les voyait d'un jour, nécessiteraient un grand jury fédéral. Elle entrerait dans le monde interlope, non pas par la porte de derrière, mais par la porte d'entrée. Et une fois à l'intérieur, elle savait, d'après les livres de droit qu'elle lisait, qu'il n'était jamais facile d'en sortir. « Je dois terminer mon programme de doctorat », a dit Ava, sa voix bien plus calme que ce qui se passait dans sa poitrine. Elle savait que ce n'était pas le moment de paraître faible, pas devant cet homme, pas en négociant avec le diable. « Terminez-le la nuit », a dit Ezra sans la moindre hésitation.
comme s'il s'était déjà attendu à cette réponse. Terminez-le dans mon bureau si vous voulez. Je me fiche de l'heure à laquelle vous écrivez votre thèse. Ce qui m'importe, c'est que vous lisiez chaque ligne en petits caractères que ces 15 avocats payés des millions de dollars n'ont pas réussi à voir. J'ai besoin de quelqu'un qui voit ce que tous les autres ne voient pas. J'ai besoin de vous. Il a tendu sa main droite, paume vers le haut, la bague en argent brillant. Ava a regardé cette main. C'était la main d'un homme qui déplaçait des montagnes, la main qui signait des chèques de 15 000 dollars comme d'autres signaient des reçus de café, la main qui avait bâti un empire avec à la fois intelligence et violence. Et maintenant, cette main lui était offerte à elle, une serveuse en pantalon noir et pull en cachemire emprunté, assise dans une salle de conférence au 50e étage à 2 heures du matin. Elle a pensé au bip régulier du moniteur dans la salle de chimiothérapie de sa mère. Elle a pensé à la pile de factures estampillée en rouge sur la table de la cuisine. Elle a pensé aux yeux de sa mère chaque fois qu'une infirmière apportait une autre facture. Des yeux qui n'avaient pas peur de mourir, mais de devenir un fardeau pour sa fille. Et cette peur faisait plus mal que n'importe quelle tumeur. J'ai une condition, a dit Ava. Ezra n'a pas réagi. Il a seulement attendu. Ne me mentez jamais. Ava a parlé lentement, regardant droit dans ses yeux gris. Je lirai chaque ligne en petits caractères pour vous. Je trouverai chaque piège, mais si vous me mentez ne serait-ce qu'une fois, je partirai et vous ne trouverez jamais une deuxième personne capable de faire ce que je fais. Ezra l'a regardé. Pendant longtemps, le genre de regard qui donnait à Ava l'impression qu'il traversait le pull un cachemire emprunté, la peau, les os, jusqu'à quelque chose qu'elle gardait caché au plus profond d'elle-même. Puis il a hoché la tête. Un seul hochement de tête, décisif, sans aucune promesse élégante attachée, car dans son monde, les promesses élégantes étaient ce que les hommes faibles utilisaient, et il n'était pas faible. Ava a pris sa main. La main d'Ezra était sèche et chaude, et a serré la sienne avec une pression exacte. Pas trop forte pour montrer sa puissance, pas trop légère comme un geste social, mais juste assez pour qu'Ava comprenne que c'était un vrai pacte et que les deux parties en connaissaient le prix. Mais il y avait une chose qu'Ava ne savait pas alors qu'elle était assise dans cette salle de conférence au 50e étage, serrant la main d'un parrain à 2 heures du matin. Elle ne savait pas que pendant qu'elle lisait le contrat italien et découvrait le danger de 400 millions de dollars, Ezra avait envoyé un message à son équipe de renseignement privé. Le message ne contenait qu'une seule ligne. Patrick Sinclair, Bronx, 2015. Découvrez tout. Et 3 jours plus tard, alors qu'Ava signait ses papiers d'embauche et choisissait un plan d'assurance pour sa mère, Ezra a reçu le premier rapport. Le vol de 2015 n'avait pas été un vol. Patrick Sinclair, avocat en immigration, avait accidentellement découvert que certains de ses clients étaient référés par un canal lié à la famille Calloway. Et ce canal n'organisait pas seulement les formalités d'immigration, c'était aussi une couverture pour un réseau de traite d'êtres humains. Quand Patrick a commencé à rassembler des preuves pour le dénoncer, Reed Calloway a donné l'ordre. 2 coupes de feu, un bureau dans le Bronx, classé comme un vol. Dossier clos. Ezra a lu ce rapport à 3 heures du matin dans son bureau sombre, la lumière de l'iPad éclairant son visage. Et il a pris une décision qui, plus tard, a failli tout détruire entre lui et Ava. Il a décidé de le lui cacher, car Ezra savait que si Ava Sinclair découvrait un jour que Reed Calloway avait tué son père, elle ne pleurerait pas, elle ne s'effondrerait pas. Elle irait le chercher et Reed Calloway la tuerait sans réfléchir. Et Ezra Fontaine, pour une raison qu'il n'était pas encore prêt à nommer, ne pouvait pas permettre que cela se produise. 3 mois plus tard, Ava Sinclair ne se reconnaissait plus dans le miroir et elle n'était pas sûre si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Le tablier blanc avait disparu. À sa place, des costumes sur mesure taillés dans de la laine italienne, bleu marine, anthracite, ivoire, ajustés à son corps comme une armure. Et quand elle se déplaçait dans les couloirs de marbre de Fontaine Holdings, le personnel s'écartait. Non par peur, mais parce qu'elle se déplaçait avec la vitesse et la précision de quelqu'un qui savait exactement où elle allait et n'avait pas de temps à expliquer pourquoi à qui que ce soit. En 90 jours, elle avait épluché chaque dossier de l'entreprise et découvert 4 contrats compromis que l'équipe juridique avait manqués. Le premier était un contrat de location à long terme à Brooklyn, avec une clause de renouvellement automatique rédigée dans un langage si vague que le locataire pouvait occuper le bâtiment pendant 40 ans à un taux inchangé.
Le deuxième était une co-entreprise hôtelière à Miami, où le partenaire avait enfoui une clause de transfert de propriété intellectuelle dans une note de bas de page imprimée en police de taille 5. Les troisième et quatrième concernaient deux accords de protection dans l'industrie de la construction, où l'intermédiaire avait prélevé 12% de chaque transaction et l'avait caché en divisant le vol en centaines de faux frais de consultation. Ava a tout trouvé. Au total, elle avait fait économiser à l'entreprise plus de 200 millions de dollars, licencié 3 cadres corrompus et entièrement réécrit le processus de révision des contrats. Les membres du conseil d'administration, des hommes qui s'étaient moqués en apprenant qu'Ezra avait engagé une serveuse comme chef de cabinet, se levaient maintenant quand elle entrait dans la salle du conseil. Non par courtoisie, mais parce qu'ils avaient vu ce qui était arrivé aux 3 cadres qui ne l'avaient pas fait. Mais la meilleure partie n'était pas au 50e étage. La meilleure partie était au 12e étage de l'hôpital Mount Sinai, dans une chambre privée avec des fenêtres donnant sur Central Park. Là, Mary Sinclair était assise dans son lit, la peau colorée, les yeux brillants et le sourire retrouvé après avoir disparu pendant 2 ans. La tumeur diminuait. Le meilleur oncologue de Mount Sinai, celui pour qui il fallait attendre 6 mois juste pour obtenir un rendez-vous, venait maintenant voir sa mère 2 fois par semaine. La chirurgie était prévue dans 2 semaines, et pour la première fois, le médecin a utilisé le mot optimiste en parlant du pronostic. Ava appelait sa mère tous les soirs après le travail, assise dans le bureau sombre du 50e étage, ses talons hauts enlevés sous le bureau et ses pieds repliés sur la chaise. Elle écoutait sa mère parler de la gentille infirmière nommée Jolene et du pudding au chocolat du menu de l'hôpital que Mary insistait être le meilleur qu'elle ait jamais goûté, même si Ava savait qu'elle disait ça seulement pour que sa fille ne s'inquiète pas. Et quand l'appel se terminait, Ava s'allongeait sur le canapé de son bureau et dormait. Dormait bien, dormait profondément pour la première fois en 5 ans, sans cauchemar de factures, de bips de moniteur et d'odeur de désinfectant. Mais quelque chose d'autre se passait aussi au 50e étage. Quelque chose qu'Ava ne nommait pas et qu'Ezra ne reconnaissait pas. Quelque chose qu'ils prétendaient tous les deux ne pas exister, même si cela continuait de grandir dans les espaces entre le travail et le silence. Ça a commencé avec le café. Chaque matin, quand Ava arrivait au bureau à 7 heures, il y avait toujours une tasse de café noir sur son bureau, chaud, non sucré, exactement comme elle le buvait. Et il n'y avait jamais de mots à côté, mais elle savait d'où il venait, car personne d'autre dans le bâtiment ne le savait. Elle buvait son café noir sans sucre, sauf l'homme à qui elle avait dit ces mots dans la Bentley à 1 heure du matin. Puis il y a eu le manteau. Un soir tard, alors que tout le bâtiment était plongé dans le noir et que seul le bureau d'Ava était encore éclairé, elle a trouvé un manteau en cachemire noir plié soigneusement sur le dossier de sa chaise, encore chaud. Et quand elle l'a glissé sur ses épaules parce que la pièce était froide, l'odeur de l'eau de Cologne s'est élevée du tissu, bois de santal et cuir, et quelque chose de plus sombre qu'elle n'avait aucune raison de connaître par son nom. Elle l'a porté pendant 2 heures avant de le replier et de le placer devant la porte du bureau d'Ezra sans frapper. Puis est venu le moment où ils ont tous les deux su qu'ils étaient allés trop loin. Le mardi matin avant de la réunion du conseil, Ezra s'est arrêté à la porte du bureau d'Ava pour récupérer un rapport. Ava s'est levée pour lui tendre le dossier, a vu que sa cravate était de travers, et sans réfléchir, a levé la main pour la redresser, tirant doucement le nœud en place. Et à l'instant où ses doigts ont touché son col, ils se sont tous les deux figés. Il y avait moins de 30 centimètres d'espace entre eux. Ava pouvait sentir l'odeur de café sur son haleine. Ezra a baissé les yeux sur sa main posée contre sa poitrine. Personne n'a respiré pendant 3 secondes. Puis Ava a retiré sa main, s'est éloignée et a dit « Le rapport est sur le bureau, Monsieur Fontaine. » D'une voix professionnelle qu'ils savaient tous les deux n'être qu'une fine couche de peinture sur ce qui se trouvait en dessous. Quelque chose qu'aucun d'eux n'était assez courageux ou assez imprudent pour nommer. Ezra a hoché la tête, a pris le dossier et est parti. Mais il est parti plus lentement que d'habitude. Et Ava l'a regardé plus longtemps que nécessaire. Et tous les deux savaient que ce qui se passait entre eux n'était pas de l'amour romantique. C'était quelque chose de bien plus dangereux. C'était une attirance entre 2 personnes qui n'auraient jamais dû se côtoyer, entre la lumière et l'ombre,
entre la loi et le monde interlope. Et si l'un d'eux franchissait la ligne, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Tout a commencé un mardi matin, car dans la vie d'Ava, les mardis étaient toujours les jours où tout s'effondrait. Elle était assise dans son bureau, révisant la version finale du communiqué de presse pour la fusion avec le groupe Conti, la fusion qu'elle avait sauvée du désastre et qui était maintenant restructurée avec de nouvelles conditions plus sûres. Quand Leo Tran, son assistant de 24 ans, un jeune homme intelligent et loyal qu'elle avait recruté dans le programme de stage de l'Université de New York, a poussé la porte sans frapper. Le visage de Léo était blanc comme un linge. « Allume la télé », a dit Léo Hilleux sur la voix basse tremblante. La quatrième chaîne, tout de suite. Ava a pris la télécommande et a allumé la télévision murale. L'image l'a frappé comme une gifle. Sur les marches du palais de justice fédéral des États-Unis dans le district sud de Manhattan, au milieu d'une forêt de microphones et de caméras, se tenait Bianca Fontaine. Elle était vêtue d'un manteau noir à col montant, un voile noir couvrant la moitié de son visage comme une veuve assistant à un enterrement. Même si son mari n'existait pas et que son frère était bien vivant. Ses yeux étaient rouges, ses lèvres tremblantes, un mouchoir serré dans sa main. Toute la performance était si parfaitement chorégraphiée qu'Eva aurait presque pu l'admirer si cela n'avait pas été en train de détruire sa vie. Et juste à côté de Bianca, le dos droit, les cheveux argentés brossés avec élégance, arborant le sourire confiant d'un homme tenant un couteau et sachant exactement où il allait le planter, se tenait Tristan Locke. Je suis la victime. Bianca sanglotait dans les microphones, sa voix se brisant au moment précis, comme si elle l'avait répété devant un miroir. J'ai été rejetée par mon propre frère à cause d'une femme qui l'a manipulée. Une femme dont personne n'avait jamais entendu parler avant cette nuit. Une femme qui est une arnaqueuse. Tristan s'est avancé, brandissant un épais dossier devant les caméras, avec l'assurance lisse d'un homme qui avait passé 30 ans dans les salles d'audience. « Nous avons des preuves, a-t-il dit, sa voix douce comme de l'huile, que Mademoiselle Ava Sinclair n'est pas une érudite. C'est une espionne industrielle. Elle a délibérément falsifié la traduction du contrat italien pour paniquer M. Fontaine, faire virer son équipe juridique loyale, c'est-à-dire moi, et se placer dans une position lui permettant d'accéder à tous les secrets commerciaux. » Il a cliqué sur une télécommande et une diapositive est apparue sur le grand écran derrière lui. Elle montrait une série d'emails qui semblaient avoir été envoyés depuis l'adresse professionnelle d'Ava et un destinataire nommé Giovanni Russo chez Callaway Industries. Comme vous pouvez le voir, a dit Tristan en pointant une ligne de texte surlignée. Mademoiselle Sinclair a proposé de fournir des informations confidentielles sur la fusion en échange de 3 millions de dollars. L'horodatage correspond à la nuit même où elle a été embauchée. Elle nous a tous trompés. L'écran de télévision est passé à une image partagée qu'Eva savait qu'elle la entrait pendant des semaines. À gauche, sa photo du dossier des employés de Sarafina. Épuisé, les cheveux en désordre, le tablier froissé, les yeux de quelqu'un qui avait travaillé un service de 10 heures et ne voulait rien de plus que de rentrer chez elle et de dormir. À droite, sa photo du site web de Fontaine Holdings. Costume bleu marine, cheveux lissés en arrière, regard perçant, ressemblant à une femme complètement différente. Le titre défilait en dessous en énormes lettres rouges. Du tablier à la trahison, la serveuse qui a volé un empire d'1 milliard de dollars. Ava est restée là, fixant l'écran, et la pièce autour d'elle a commencé à tourner. Le téléphone sur son bureau a sonné. Puis le téléphone portable dans sa poche a sonné. Puis le téléphone de bureau a sonné à nouveau. Léo la regarda avec de grands yeux paniqués, la bouche ouverte mais incapable de former des mots. Et avant qu'elle ne puisse lui dire que tout irait bien, la porte du bureau s'est ouverte et Frank était là. Le chef de la sécurité, l'homme qu'Eva avait salué chaque matin pendant 3 mois, l'homme à qui elle achetait des beignets le vendredi parce qu'elle savait qu'il aimait ceux à la crème de Boston. Et son visage maintenant semblait taillé dans la pierre. « Mademoiselle Sinclair », a dit Frank, ses yeux ne la regardant pas, mais quelque part juste au-dessus de son épaule. « J'ai l'ordre de vous escorter hors du bâtiment. Votre accès a été révoqué en attendant une enquête interne. » « Est-ce que Ezra a donné cet ordre ?» a demandé Ava, et elle a détesté sa voix à ce moment-là. Détesté la façon dont elle s'est amincie à la fin de la phrase, comme si quelqu'un avait vidé tout l'air de ses poumons. Frank a détourné le visage. « Je suis désolé, Ava.
Veuillez remettre votre badge d'employé et votre ordinateur portable de l'entreprise. Ava a regardé autour du bureau. La pièce qui, 3 mois plus tôt, n'était que 4 murs vides et qui contenait maintenant les étagères de livres de droit qu'elle avait apportées de chez elle. La photo de sa mère sur le bureau, la tasse de café de ce matin encore chaude, celle qu'elle savait exactement qu'il avait placée là. Elle a enlevé son badge, a posé l'ordinateur portable sur le bureau, a glissé la photo de sa mère dans la poche de son manteau et est sortie. Elle a traversé le couloir de marbre qu'elle avait traversé comme une tempête 3 mois plus tôt. Mais cette fois, le couloir était silencieux, et les gens qu'elle avait autrefois dirigés la regardaient maintenant à travers des portes de bureaux entr'ouvertes avec le regard qu'elle a reconnu instantanément, car elle l'avait vu toute sa vie, le regard des gens fixant quelqu'un d'invisible. L'ascenseur a descendu seul les 50 étages jusqu'au rez-de-chaussée, et à chaque étage qui passait, Ava sentait une autre couche d'armure tomber. Le costume bleu marine, le titre de chef de cabinet, le pouvoir, le respect, tout cela se décollait en lambeaux comme de la vieille peinture. Et quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au rez-de-chaussée, elle savait ce qui l'attendait dehors avant même de le voir. Des paparazzis, 20 appareils photo et des flashs explosant comme de petites bombes incendiaires sans s'arrêter. Ils l'ont assaillie dès qu'elle a franchi les portes tournantes, lui enfonçant des microphones dans le visage, criant des questions les unes sur les autres, jusqu'à ce que cela devienne un mur de bruit qu'un être humain ne pouvait pas percer. Ava, depuis combien de temps vendez-vous des secrets à Calloway? Est-il vrai que vous avez couché avec Ezra Fontaine avant que Bianca ne perde son poste? Combien d'argent avez-vous pris à Reed Calloway? Ava a baissé la tête, a pressé son sac à dos contre sa poitrine et a essayé de se frayer un chemin à travers la foule. Elle n'a pas pleuré. Elle avait appris à ne pas pleurer devant des étrangers quand elle avait 16 ans. Le taxi jaune et sale a ramené Ava dans le Queens en silence. Le chauffeur lui a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, puis a arrêté, car le visage de la femme à l'arrière était clairement celui de quelqu'un qui ne voulait pas parler et à qui il ne fallait pas demander si elle allait bien. L'appartement du Queens était exactement comme elle l'avait laissé 3 mois plus tôt. Le vieux matelas affaissé au milieu, les rideaux délavés, le robinet de la cuisine qui goûtait toujours à son rythme régulier, comme un compte à rebours vers un endroit où Ava ne voulait pas retourner. Elle s'est assise sur le bord du lit, portant toujours le costume bleu marine, toujours en talons, et a fixé le plafond, comptant les fissures dans la peinture écaillée, comme si elles étaient une carte pour sortir de ce pétrin. Elle a appelé l'hôpital Mount Sinai. L'infirmière Jolene a répondu, joyeuse comme toujours, disant que sa mère allait bien, qu'elle venait de finir de dîner et regardait une émission de cuisine, que la tumeur continuait de diminuer, que le médecin restait optimiste, que l'opération était toujours prévue. Ava a demandé si elle avait regardé les nouvelles. Jolene a dit non, elle ne regardait que la chaîne de cuisine. Elle détestait les nouvelles. Ava a fermé les yeux et a murmuré merci dans le téléphone. Elle n'osait pas aller à l'hôpital. Si sa mère la voyait comme ça, elle le saurait. Car Mary Sinclair ne savait peut-être pas lire l'italien juridique, mais elle pouvait lire le visage de sa fille avec plus de précision que n'importe quel document jamais écrit. Et Ava ne pouvait pas la laisser la voir comme ça, ne pouvait pas la laisser s'inquiéter, ne pouvait pas laisser cette inquiétude affecter l'opération. La nuit est tombée sur l'appartement du Queens comme une couverture noire. Ava a enlevé ses chaussures, s'est allongée sur le matelas affaissé et, pour la première fois depuis les funérailles de son père 11 ans plus tôt, elle a pleuré. Pas parce qu'elle avait perdu son travail, pas parce qu'elle avait été piégée, pas à cause des paparazzis ou des gros titres ou de son visage à la télévision. Elle a pleuré parce qu'Ezra Fontaine n'a pas appelé, n'a pas envoyé de message, n'a pas posé une seule question. Il l'avait simplement rayé de sa vie avec un ordre passé par le chef de la sécurité. Propre, rapide, efficace, comme s'il arrachait une page d'un cahier et la jetait à la poubelle. Comme si les 3 derniers mois n'avaient jamais existé. Comme si les cafés noirs qui l'attendaient chaque matin n'avaient jamais existé. Comme si le moment où elle avait redressé sa cravate et où ils s'étaient tous les deux figés n'avait jamais existé. Et c'est cette suppression totale qui faisait le plus mal, car elle confirmait la chose qu'Eva craignait depuis le premier jour. Qu'aux yeux d'Ezra Fontaine,
Elle n'avait jamais été qu'un outil. Et quand un outil était suspecté d'être cassé, on le jetait sans explication. Elle a pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis elle laisse rester là, dans le noir, écoutant le robinet goûter et la ville rugir dehors. Et sa main s'est glissée inconsciemment dans la poche de son manteau, touchant le stylo Mont-Blanc qu'elle portait toujours. Toujours, comme un talisman, comme le fil qui la liait encore au père qui était mort. Et sa voix a résonné dans sa tête, aussi claire qu'elle l'avait été 11 ans plus tôt. Garde ça, ma chérie. La langue est l'arme des gens qui n'ont rien. Ava a ouvert les yeux, a regardé autour de la pièce sombre. La lumière de la rue filtrait à travers la fente du rideau et tombait sur les étagères de livres qui tapissaient le mur. Des dizaines de livres épais et lourds qu'elle avait emportés avec elle de Georgetown, à l'Université de New York jusqu'à cet appartement. Des livres sur la linguistique comparée, sur la syntaxe romaine, sur l'analyse de documents forensiques, sur la façon dont une virgule ou un temps de verbe pouvait révéler la véritable identité de la personne qui l'avait écrit. Et soudain, la voix de Tristan Locke a résonné dans son esprit, aussi claire que la rediffusion du reportage qu'elle y avait regardé 3 fois dans le taxi en rentrant. Nous avons des emails. Nous avons des preuves. Des emails, du texte, du langage. S'ils avaient des emails, alors ils avaient de l'écriture. Et s'ils avaient de l'écriture, alors ils avaient des empreintes linguistiques. Car tous ceux qui écrivent laissent des habitudes, des tics, des erreurs, de petites signatures aussi individuelles que des empreintes digitales et tout aussi impossibles à falsifier parfaitement. Surtout en écrivant dans une seconde langue. Surtout quand le faussaire ne maîtrise pas vraiment cette langue. Ava s'est redressée, s'est essuyé le visage avec la manche de son costume à $300, a allumé la lumière, s'est dirigée vers le bureau où le vieil ordinateur portable cabossé qu'elle utilisait pour sa thèse était encore sous 3 mois de poussière. Elle a soulevé le couvercle, l'a allumé, et la lumière bleue et froide de l'écran a baigné son visage dans la pièce sombre. Et dans cette lumière, ses yeux n'étaient plus rouges. Ils étaient vifs, froids, concentrés. Les yeux de quelqu'un qui venait de trouver une cible. « Vous voulez jouer à un jeu de langage avec moi ?» a murmuré Ava dans la pièce vide. « Très bien, Bianca, jouons. » 3 jours plus tard, la salle de conférence du 50e étage de Fontaine Holdings était bondée. C'était la réunion d'urgence des actionnaires convoqués par Tristan Locke, agissant au nom d'un groupe d'investisseurs inquiets avec Bianca Fontaine. Et l'air dans la pièce était lourd comme le ciel avant un orage. Tristan se tenait à l'avant de la pièce, ses cheveux argentés toujours parfaitement lissés, son sourire toujours confiant, contrôlant la présentation sur le grand écran avec l'aisance d'un homme qui avait passé sa vie à transformer les salles d'audience en théâtre. « Comme vous pouvez le voir, » a dit Tristan en montrant la chaîne d'emails agrandie à l'écran. « Les preuves sont indéniables. Mademoiselle Sinclair a trahi cette entreprise le premier jour. Je propose un vote de défiance contre M. Ezra Fontaine pour avoir placé une espionne au plus haut poste de pouvoir et pour la restauration immédiate de Mademoiselle Bianca Fontaine au Conseil. » Bianca était assise dans un coin de la pièce, vêtue d'un costume gris pâle, les cheveux soigneusement coiffés, son expression affligée juste ce qu'il fallait. L'image parfaite de la jeune sœur lésée, pleine de grâce et de pardon. « Je ne veux que ce qui est le mieux pour la famille, » a dit doucement Bianca, croisant le regard d'Ezra et offrant à son frère un sourire triste, plein de tendresse blessée. « Tu as été trompé, Ezra. Je te pardonne. » Ezra était assis à la tête de la table. Il avait de l'air terrible. Il ne s'était pas rasé depuis 3 jours. Ses yeux étaient profondément enfoncés. Son costume était froissé et il n'avait pas dit un seul mot depuis le début de la réunion. Il était juste assis là, comme une statue de pierre aux yeux gris, s'usant lentement. Et les actionnaires autour de la table avaient commencé à murmurer que peut-être Ezra Fontaine avait enfin rencontré un adversaire qu'il ne pouvait pas vaincre. Je seconde la motion. Un homme corpulent à l'autre bout de la table a dit « Le partenaire de golf de Tristan. Votez maintenant. » Et à ce moment précis, les doubles portes de la salle de conférence se sont ouvertes en grand. Elles ne se sont pas simplement ouvertes, elles ont éclaté. La sécurité s'est avancée, puis s'est figée en voyant qui se tenait là. Ava Sinclair est entrée. Elle ne portait pas le costume bleu marine. Elle ne portait pas de cachemire emprunté. Elle était vêtue de son vieil uniforme de serveuse de Sarafina.
Pantalon noir, chemise blanche, tablier noir, exactement comme elle était cette première nuit. Ses cheveux vaguement épinglés et légèrement en désordre. Dans sa main droite se trouvait le stylo Montblanc à capuchon d'argent, tandis que son bras gauche tenait une épaisse pile de papier. « Elle n'a pas le droit d'être ici », a crié Tristan, son visage devenant rouge. « Sécurité, faites-la sortir immédiatement. Je suis actionnaire, » a dit Davar, et sa voix a porté dans toute la pièce. Claire, calme, la voix d'amphithéâtre qu'elle avait utilisée cette première nuit au restaurant. 5% de Fontaine Holdings, clairement indiqué dans mon contrat de rémunération, ce que M. Locke devrait savoir car il a rédigé les documents originaux lui-même. J'ai le droit de parler. Tous les yeux se sont tournés vers Ezra. Il a regardé Ava, et pour la première fois en 3 jours, quelque chose est revenu à la vie dans ses yeux gris et creux. Pas un sourire, pas un soulagement, mais quelque chose qu'Ava n'a pas eu le temps d'analyser. Maintenant, Ezra a fait signe à la sécurité de se retirer. Laissez-la parler. Ava s'est avancée vers l'avant de la pièce et s'est tenue à côté de l'écran, affichant les emails utilisés pour l'accuser. Petite dans son uniforme de serveuse à côté de l'image imposante. Mais elle se tenait droite et tout le monde dans la pièce a compris que la taille n'avait pas d'importance quand la personne qui se tenait là tenait une grenade. Monsieur Locke dit que ces emails prouvent que je suis une espionne. Ava a dit qu'il disait que je les avais écrits à un homme nommé Giovanni Russo chez Callaway Industries. Il dit qu'ils ont été écrits en italien, alors parlons de l'italien. Elle s'est approchée de l'écran et a utilisé le stylo Montblanc pour encercler une phrase dans l'email. Ici, a dit Ava, l'auteur utilise le subjonctif dans un registre formel, en utilisant spécifiquement le conditionnel avuto au lieu du subjonctif requis avesse dans une clause hypothétique avec ce. Elle s'est retournée vers la salle. Pour quiconque n'est pas linguiste, cela semble normal, mais ça ne l'est pas. C'est une erreur classique commise par les gens qui apprennent l'italien dans les manuels. Un locuteur natif n'utiliserait jamais le conditionnel dans cette partie d'une phrase conditionnelle. C'est la marque d'un amateur. Et quiconque a réellement vécu en Italie, comme je l'ai fait à Florence pendant 1 an avec une bourse Fulbright, sait qu'écrire comme ça dans une correspondance commerciale est aussi étrange qu'un Américain moderne écrivant « tu seras » dans un SMS. Le visage de Tristan a tressailli. « Vous cherchez la petite bête », a-t-il dit. Une erreur de grammaire ne prouvait rien. « Ah, mais ça prouve qu'il l'a écrit », a dit Ava. Elle a posé un document sur la table. Ceci est une copie du relevé de notes de Tristan Locke de son programme d'études à l'étranger à Rome en 1996, obtenu par assignation. Monsieur Locke a échoué au cours d'italien 202 fois. Il n'a réussi qu'à la 3e tentative. Et dans sa dissertation finale, elle a tourné la page et a pointé une ligne surlignée en jaune. Il a fait exactement la même erreur de conjugaison. La même erreur, la même habitude, la même empreinte linguistique. Tristan a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Ava n'avait pas fini. Elle a posé un 2e document sur la table. Et voici la partie la plus intéressante. Ce sont les journaux du routeur Wi-Fi de Sarafina le soir de l'incident. Mon ami Franco, le directeur que Mlle Fontaine a failli faire renvoyer, me les a donnés. Il montre qu'un appareil nommé iPhone de Bianca a téléchargé un fichier de 500 mégaoctets sur un serveur sécurisé appartenant à Locke Legal Partners à 8h47 ce soir-là, au moment exact où je versais des boissons à la table 4. Ava s'est retournée et a regardé Bianca droit dans les yeux. « Vous ne m'avez pas volé de données, mademoiselle Fontaine. Vous avez volé des données de l'iPad de votre frère via AirDrop pendant que j'étais à côté de la table. Vous les avez envoyées à Tristan. Et quand le complot de séparation a échoué, vous deux avez utilisé ces données pour falsifier des emails et me piéger. » Bianca s'est levée d'un bond, le masque de victime se brisant, révélant en dessous exactement ce qu'Ava avait vu la première nuit. Une arrogance pure et une peur énorme tapis en dessous. « Mais le pire, ce n'est pas que vous ayez trahi votre frère, » a dit Ava. Et maintenant, sa voix a baissé, et la pièce est devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale. « C'est que vous avez vendu les données à Reed Callaway. » Ava a fait une pause, a pris une inspiration. Reed Callaway, l'homme qui a ordonné le meurtre de mon père, Patrick Sinclair, il y a 11 ans dans son bureau du Bronx,
La salle de conférence s'est figée. Ezra a fermé les yeux une seconde. Et Ava a vu sa mâchoire se contracter si fort que le muscle est sauté sous sa peau. Je n'ai pas volé les secrets de la famille Lafontaine, a dit Ava, laissant son regard parcourir chaque visage autour de la table. J'ai sauvé cette famille 2 fois. Ce n'est qu'une serveuse, a crié Bianca, sa voix stridente et désespérée. Exactement comme cette première nuit. Oui, a dit Ava, et cette fois, elle s'est permis de sourire. Un petit sourire, fatigué, mais réel. Je suis la serveuse et mon travail est de servir aux gens exactement ce qu'ils méritent. 10 minutes plus tard, le FBI est arrivé. Il s'est avéré que l'espionnage industriel et la fabrication de preuves étaient des crimes fédéraux. Et alors que Bianca était emmenée menottée, hurlant que la robe qu'elle portait était une édition limitée et que les agents la froissaient, elle a croisé le regard d'Ava une dernière fois. Et dans ses yeux, il n'y avait plus aucune arrogance. Seulement la peur nue de quelqu'un qui venait de réaliser que le sol sous ses pieds avait toujours été une trappe. Tristan Locke a été moins dramatique. Il a pleuré pendant qu'on l'emmenait, balbutiant des accords de plaidoyer. Et pour la première fois, ses cheveux argentés et lisses ressemblaient aux cheveux d'un vieil homme. Quand la salle de conférence s'est vidée et qu'il ne restait plus que deux, l'écran de projection bourdonnait encore d'une lumière pâle, et les chaises vides autour de la table en acajou gardaient encore la chaleur des personnes qui venaient d'y être assises. Ezra Fontaine s'est levé et s'est dirigé vers Ava. Il a regardé le tablier de serveuse qu'elle portait, puis a levé les yeux vers son visage. Et pour la première fois, elle a vu quelque chose se fissurer sous le masque d'acier qu'il avait porté pendant 36 ans. Je savais la vérité dès le 2e jour, a dit Ezra, sa voix rauque comme celle d'un homme qui n'avait pas dormi depuis 3 nuits. Et en le regardant alors, Eva l'a cru. Je savais que les emails étaient faux. Je savais que Bianca et Tristan étaient derrière tout ça. Mais si je te protégeais, si je m'avançais et disais que tu étais innocente, alors le conseil dirait que tu étais ma marionnette. Les médias diraient que je couvrais une espionne pour des raisons personnelles. Le FBI nous suspecterait tous les deux. Tu devais faire tes preuves. Devant le conseil, devant les caméras, devant le FBI, par tes propres capacités, pour que personne ne puisse dire que tu avais besoin de moi pour exister. Ava a entendu chaque mot. Elle a compris la logique derrière. Elle a même admis en elle-même que c'était juste. Mais la logique n'effaçait pas 3 nuits de passées seule sur le matelas, à fesser dans le Queens, à pleurer dans le noir. « Tu m'as laissé seule », a dit Ava. Et sa voix n'a pas tremblé. Mais elle était fine. Fine de la manière dont elle ne le devenait que lorsque quelqu'un disait une vérité qu'il aurait préféré ne pas avoir à dire. 3 jours, pas un appel, pas un message. Je pensais que tu les croyais. Ezra la regarda et ce qu'Ava vit sur son visage alors n'était pas un regret poli, pas une excuse répétée, mais la vraie douleur d'un homme qui avait pris la bonne décision et l'avait payée avec la chose même qu'il ne savait pas posséder jusqu'à ce qu'il ait failli la perdre. « C'est 3 jours, a dit Ezra, et sa voix s'est légèrement brisée sur le dernier mot. Seulement une petite fracture, mais suffisante pour qu'Eva entende un glacier entier s'effondrer quelque part en lui. Ont été les 3 jours les plus longs de ma vie. Silence, long, lourd. Puis Ava a dit la chose qu'elle savait qui changerait tout d'entre eux, bien qu'elle ne soit pas sûre dans quelle direction. Mon père a été tué par Reed Calloway. Ce n'était pas un vol. Tu le savais. Et tu me l'as caché. Ezra n'a pas nié, ne s'est pas justifié. Il est resté là et a enduré son regard comme un homme endure une balle qu'il sait mériter. Parce que si tu savais, a dit Ezra lentement, tu serais allé chercher Reed Calloway et il t'aurait tué sans réfléchir. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Il s'est arrêté et Ava a vu sa main se serrer fort à son côté, la bague au blason familial en argent attrapant la lumière fluorescente. Je ne pouvais pas. Ces 2 mots n'étaient pas une explication pour une décision d'affaires. C'était ce qui se rapprochait le plus pour Ezra Fontaine de dire à voix haute la chose qu'ils avaient tous les deux ressentie au cours des 3 derniers mois, mais que ni l'un ni l'autre n'avait nommé. Et Ava l'a entendu. Elle a entendu tout ce qu'il ne disait pas derrière ces 2 mots. Elle l'a regardé pendant un long moment. Puis elle a reculé. « Je démissionne, Ezra. » Il a eu l'air d'avoir reçu un coup de poing. C'était la première fois qu'Ava voyait Ezra Fontaine avoir l'air vraiment surpris. Il a offert de doubler son salaire, 5% de participation, tout ce qu'elle voulait. Mais Ava a secoué la tête.
Ce n'est pas une question d'argent. J'ai réalisé pendant ces 3 jours dans le Queens que je ne veux pas devenir un requin. Je ne veux pas passer ma vie à combattre des gens comme Bianca et Tristan. Je veux enseigner. Je veux finir ma thèse. Je veux lire des langues mortes parce qu'elles sont belles et honnêtes, pas des contrats pleins de pièges. Mais je veux une chose. Ezra a attendu. Reed Calloway paye pour la mort de mon père, légalement. Pas à ta manière. Pas avec une balle, mais à ma manière. Avec des preuves, avec un tribunal, avec le langage. Ezra la regarda comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Pas la serveuse, pas la chef de cabinet, mais Ava Sinclair dans son intégralité. Une femme assez forte pour refuser le pouvoir qu'il lui offrait. Tu veux que je t'aide à traduire Calloway en justice au lieu de lui mettre une balle dans la tête? Oui, c'est la voie la plus difficile, c'est la bonne voie. 6 mois plus tard, Reed Calloway a été condamné par un tribunal fédéral. Les chefs d'accusation étaient le blanchiment d'argent, la traite d'êtres humains et l'orchestration du meurtre de Patrick Sinclair. La preuve clé n'était pas l'arme ou un témoin, mais l'analyse linguistique forensique d'Ava Sinclair, dans laquelle elle a prouvé que des centaines de contrats d'immigration utilisés par la famille Calloway étaient en fait une couverture linguistique pour un réseau de traite, et que les empreintes linguistiques dans les documents correspondaient directement aux ordres de Reed Calloway. Sa thèse de doctorat est devenue une preuve au tribunal. La professeure Ava Sinclair se tenait au podium d'un grand amphithéâtre de l'Université de New York un après-midi de printemps. L'auditorium était bondé. Des étudiants étaient assis même sur les marches et le sol. Le langage, dit Ava, sa voix portant dans la salle, est un pouvoir. C'est l'arme des faibles contre les forts. C'est la clé qui ouvre les chaînes. Elle a baissé les yeux sur le premier rang. À gauche était assise Mary Sinclair, la peau rose, les yeux brillants, souriante, en bonne santé. Son opération avait réussi 6 mois plus tôt, la tumeur avait disparu. Et elle portait le pull bleu qu'Eva lui avait acheté pour son anniversaire, avec son premier mois de salaire de professeur. À la droite de sa mère était assis un homme en costume noir, une bague en argent à l'annulaire, regardant sa montre comme s'il avait un endroit plus important où être, mais il n'est pas parti et il écoutait chaque mot. Ezra Fontaine. Ava a croisé ses yeux gris depuis le podium. Elle n'a pas souri. Il n'a pas souri. Il a seulement fait un très léger signe de tête. Le signe de tête partagé entre 2 personnes qui se connaissaient jusqu'à la moelle. 2 personnes qui avaient traversé le feu ensemble et en étaient sorties avec des brûlures que seul l'autre pouvait voir. Ne laissez jamais personne vous dire que vos mots n'ont pas d'importance, a dit Ava en fermant le livre sur le podium. Et ne laissez jamais, au grand jamais, personne vous dire que vous ne savez pas lire les petits caractères. L'amphithéâtre a éclaté en applaudissements. Ava Sinclair a sorti le stylo Mont-Blanc à capuchon d'argent, l'a tourné une fois dans sa main, a souri et est descendue du podium. Elle avait servi son dernier service, non pas parce qu'elle devait être invisible, mais parce qu'elle avait choisi d'entrer dans la lumière. À l'extérieur de l'amphithéâtre, la Bentley noire était garée sur le trottoir. Ezra Fontaine était appuyé contre la portière de la voiture, les 2 mains jointes devant lui, la bague en argent brillant sous le soleil de l'après-midi. « Il y a un nouveau problème », a-t-il dit quand Ava est sortie. « Cette fois, il vous concerne directement. » Ava a regardé la Bentley et regardé le ciel bleu de Manhattan. Puis elle a dit « J'ai besoin de défi. » Noir, Ezra a ouvert la portière de la voiture. « Je sais. » Et c'est l'histoire de la serveuse que la sœur d'un parrain a traité de pauvre inculte. Et ce qu'elle a fait ensuite a laissé tout le restaurant en silence. C'est un rappel que la véritable intelligence ne réside pas dans le tablier ou le costume que vous portez. Elle ne réside pas dans votre solde bancaire ou le nom de famille que vous portez, mais dans ce que vous savez et comment vous l'utilisez. Bianca Fontaine pensait qu'elle pouvait écraser Ava parce qu'Ava ressemblait à une servante. Mais elle a oublié la règle d'or de la vie. Que la personne qui sert votre dîner entend tout, voit tout, et sait parfois 100 fois plus de choses que vous. L'histoire d'Ava prouve que lorsque vous sous-estimez la personne silencieuse, très souvent, c'est vous qui faites le plus de bruit en tombant. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait penser à un moment où quelqu'un vous a méprisé et où vous auriez aimé répondre, alors appuyez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela aide notre chaîne plus que vous ne le pensez. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui se sent petit, quelqu'un qui lutte chaque jour sans être vu,
pour qu'il sache que son silence n'est pas une faiblesse. C'est une force qui attend le bon moment. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer des histoires comme celle-ci chaque jour. J'aimerais avoir votre avis. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Avez-vous déjà été méprisé simplement à cause de votre apparence? Avez-vous déjà dû ravaler vos larmes et rester silencieux alors qu'au fond de vous, vous saviez que vous valiez mieux que ça? Écrivez-le dans les commentaires. Je lis chaque ligne, j'écoute chaque histoire, car chacun de nous porte une Ava Sinclair à l'intérieur, attendant d'entrer dans la lumière. Merci d'être resté jusqu'à la dernière minute. Je vous souhaite, ainsi qu'aux personnes que vous aimez, une santé abondante, une vie joyeuse, la paix et le bonheur chaque jour. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.